Patrick Rubin. Donc vous êtes architecte également à l'agence Canal Architecture. Très tôt, votre agence s'est tournée vers les sujets de la reconversion de bâtiments industriels et patrimoniaux. Vous avez également publié plusieurs ouvrages, dont récemment Transformation, qui, au travers d'articles, d'interviews et d'exemples, aborde la question de la transformation. Et vous êtes aussi enseignant à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Donc on va parler avec vous du projet de transformation, d'un projet de transformation de bureaux en logement rue de la Mouzaïa dans le 19e à Paris. Donc c'est un projet tout à fait particulier qui est loin de passer inaperçu dans le paysage, tant sa façade en béton brut est remarquable. Donc on va aborder justement avec vous cette question de la façade, de sa conservation. Quelles ont été les qualités et les contraintes de cette façade en béton brut pour créer du logement? Et puis enfin, peut-être pour ouvrir les débats à la fin, vous pourriez nous parler des perspectives que vous souhaitez engager pour les années à venir sur ce type de projet. La question de l'ordinaire, je crois que vous vous êtes fait un peu chicaner sur ce mot ordinaire, mais enfin, il me paraît élémentaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être le mot qu'il faudrait utiliser. Le déjà là, je crois qu'on est très loin des interventions sur du patrimoine historique. Ça, c'est, on va dire, les années 60, 70, 80 qui ont très bien emmené le sujet de manière générale, un peu spécialisé aussi avec des architectes du patrimoine, mais là c'est nous tous qui devons être mobilisés sur la question du réemploi du déjà là. Et les immeubles, on commence à s'y intéresser parce que les immeubles sont plus cassés et, euh, et ça me permet d'enchaîner. Si juste dire un mot sur... D'abord, joli travail, Nicolas, hein. Je ne le connaissais pas. Merci. Et aussi, beau travail d'Alain Moati et Henri Rivière qui a disparu, et une pensée pour Henri que j'ai connu comme étudiant. Alors, plutôt que de réhabilitation, c'est vrai qu'on préfère parler de transformation. Et, et en évoluant, et je pense que cela peut se partager, même aller vers la réparation. Peut-être vous faisiez allusion à cela parce que ce sera la fin de la projection sur peut-être d'autres dispositifs pour intervenir sur l'existant et surtout des dispositifs moins coûteux. Claude Parent était dans l'agence d'André Raymondet, qui est un Grand Prix de Rome. Ils ont tous les deux travaillé beaucoup le béton. Parent est évidemment plus en avant que Raymondet, qui était un très bon architecte. Et Parent était très lié, complice avec Paul Virilio. Et quand on passe la commande à Raymondet et à Claude Parent de réaliser un immeuble pour la sécurité sociale, c'est surtout Parent qui va s'en occuper. Et il va s'occuper de l'enveloppe. Et on va voir le caractère extrêmement classique en fait qu'avait Claude Parent sur son dessin d'architecture. Ce bâtiment, donc c'est la RIVP qui en est le maître d'ouvrage, concours, et puis en fait il y a assez peu de bâtiments de Parent intramuros Paris, et celui-ci vient d'être labellisé patrimoine du XXe siècle. Il est certain que les riverains trouvaient ce bâtiment assez. C'est vous qui intervenez sur les. Pardon, c'est vous qui intervenez sur les images? Vous m'entendez? Oui, je peux faire passer quand vous voulez. Voilà, alors on y va. C'est donc ce bâtiment a eu la chance d'être acheté à la décote. Enfin, c'est pas une chance, d'ailleurs, c'est la loi du flot qui a privilégié l'acquisition de bâtiments de l'État pour la ville, dans ce cas-là. Euh, la caserne de Reuilly, c'était le même cas, c'est-à-dire qu'on achète 20% le foncier. Vous imaginez l'intérêt de vendre des immeubles de bureaux désuets pour en faire du logement. Donc ça, c'est une avancée à l'époque de Duflot. Je crois que c'est toujours d'actualité. En tout cas, RIVP, Paris Habitat, enfin les grands bailleurs parisiens vont pouvoir euh, faire cette acquisition et en s'engageant pour faire du logement social.
Quand on découvre ce bâtiment, vous voyez avant-après, comme sur toutes les images auparavant, on voit une trame de bureau et puis à droite, vous voyez une trame de logement avec quelques baïonnettes parce qu'il fallait faire entrer un programme. Ce Cette obligation a fait qu'on a, logé plusieurs micro-logements plus, des espaces partagés en bougeant très peu la structure. On poursuit. Et je crois que comme vous vouliez un peu insister sur les façades, Parent, fait un travail de béton très architectonique, on appelle ça le brutalisme et le bâtiment s'abîmera, au fur et à mesure. Du moins, il s'abîmera en fait en façade, parce qu'il du point de vue structurel, c'est un bâtiment qui a été bien construit, préfabriqué et coulé en place. Et la question de la façade va se révéler, sur, la question des baies, des fenêtres, des menuiseries extérieures. Ce que Parent avait voulu signifier, c'était un langage sériel, répétitif, heu, inscrit dans ce que les ouvriers de l'époque appelaient les dents de mammouth, toutes ces toutes ces modénatures. Et nous allons proposer assez vite, aux maîtres d'ouvrage, mais aussi à la Commission du Vieux Paris, à l'ABF, de traduire, les fenêtres aluminium avec une écriture, je ne sais pas si c'est domestique, on a beaucoup parlé de domesticité, mais en tout cas une écriture de bois, c'est du chêne, donc chêne béton, Dubuisson et d'autres ont beaucoup fait ça dans les années 60-70 et qui se révèle être plus adapté si on tourne, si on poursuit, plus adapté pour, tout simplement pour ouvrir une fenêtre plus grande, tout en partant évidemment du schéma, original, et de pouvoir, réaliser l'acoustique et la thermique sur un schéma à peu près identique. On voit bien à droite, voilà, cette coupe parle bien. D'ailleurs, quand j'ai vu la coupe, mais je la connaissais, de Mathie Rivière, on a, si on n'a pas reculé, la façade, on a évidemment, quelque chose en commun, mais tout le monde, et je pense que Nicolas Croix-Marie également, c'est qu'il y a qu'une solution à faire, apprendre, c'est faire une barrière thermique filante du haut en bas. On a encore quelques ponts qui sont situés au niveau des planchers, mais évidemment, on va bien au-delà de ce qu'était auparavant, la l'intérieur, enfin c'était une difficulté thermique, évidente. On voit à gauche, on voit à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'était des préfabriqués, c'est un détail, mais qui est important, c'est on voit 2 petits tringles, dans la photo, au centre, et ces tringles, elles étaient insérées dans le préfa, à l'usine. Ces tringles faisaient qu'en partie basse, on logeait une vitre fixe, donc un démontable, en partie haute une imposte fixe, et le carré, aluminium était central. Ce qu'on fait, on le voit un peu sur la coupe, c'est que on va donc respecter toujours ce carré, on va s'écarter très légèrement puisqu'il y a la barrière thermique qui se met en place, ce qui fera des effets de relief qu'on n'avait pas complètement supposés, et puis, la fenêtre peut s'ouvrir, d'un seul tenant. On continue. Et ça, c'est la dernière image, c'est pour dire, les questions qu'on se pose, à l'atelier depuis longtemps, c'est on parle de façade et je m'y suis pris trop tard, mais j'aurais dû insister pour qu'il y ait une photo de l'intérieur. C'est-à-dire que la façade masque évidemment un intérieur, et c'est pour ça que je voudrais revenir sur la domesticité. La domesticité, c'est une question, faut-il qu'on signale un bâtiment quand il est domestique, quand il est tertiaire? Quand il y a de l'activité, j'en suis pas très certain. C'est nous-mêmes, on a dit, on a fait en bois, c'est plus domestique, mais à réflexion, les bâtiments peuvent avoir une enveloppe hybride,
où les bâtiments sont hybrides et on peut y loger à l'intérieur des activités différentes. Ça, c'est parce que là, je reprends un peu un autre sujet qui nous intéresse beaucoup et qui est pratiquement le même, hein, qui est construire réversible. Là, on est dans la réparation de bâtiments et la réparation, j'utilise exprès ce mot, c'est parce qu'il y a la question du budget. Je voudrais finir par ça. Le Jusque quand les investisseurs, qu'ils soient institutionnels et privés, vont-ils accepter d'acheter des immeubles et de mettre, en coût travaux la même valeur que lorsque l'on construit neuf? Alors, ça a été longtemps, un prétexte à détruire. Combien d'opérations on a vu se faire en disant: «Oui, c'est pas mal, c'est bien construit, mais enfin, c'est pas aux normes, donc on rase, on casse et on reconstruit». Là, c'est vraiment bientôt fini entre le plan carbone de 2050, l'imperméabilisation, enfin, tout ça, va se stopper progressivement. Mais la question sera toujours posée: pourquoi mettre, heu, autant d'argent que pour construire neuf, excusez-moi, alors qu'on doit plutôt, accompagner, soigner, réparer des bâtiments. Alors, en cherchant, et peut-être il y aura discussion sur le sujet, c'est que les grands majors qui travaillent plutôt bien sur les sujets réhabilitation ont vu, sur ces chantiers en devenir et en progression, ont instruit des méthodes de travail où on voit quand même la destruction, le problème de l'amiante, le problème du plomb. On installe parfois des grues et c'est assez normal qu'on arrive à payer à la fin, un budget identique à celui de la construction. Mais si jamais on mettait en place, et ça revient à la réflexion de l'intérieur, si on se préoccupait, non pas pour l'enveloppe, mais pour l'intérieur, de commencer à mettre en cause, la question des T1, T2, T3, la manière de vivre dans ces volumes qui, évidemment, sont très avantageux quand ils sont, construits en poteau-poutre, ou en poteau-dalle, c'est encore mieux. Si on remettait en cause la géométrie des intérieurs, là, ce serait la deuxième reconquête de ces bâtiments après avoir, sauvé leur enveloppe et on n'a pas forcément à faire, pardon pour Lafarge, pardon pour Saint-Gobain, mais au même produit. C'est que la relation avec, d'autres cultures que celle des architectes, par exemple celle des designers ou celle des scientifiques, peut nous amener à réfléchir à des cloisons qui pourraient être, des cloisons textiles, lumineuses, acoustiques. Et il y a déjà des startups qui travaillent sur ces sujets. On pourrait s'interroger sur tout ce qui peut, heu, aujourd'hui déroger aux normes, parce qu'on vous dira, on parlera d'acoustique, on parlera, acoustique intérieure, hein, on parlera, de lumière, on parlera de chauffage et toute la progression sur ces sujets-là, elle est à venir dans les 10 ans à venir. C'est-à-dire que le second œuvre devrait, évoluer, plus qu'évidemment la construction, bâtiment qui elle, malheureusement je crains, parce que j'y ai pensé très longtemps, ne sera jamais industrialisé. Je ne pense pas qu'on fabrique des bâtiments comme des voitures. Par contre, l'intérieur, la réflexion, enfin la marge qu'on a pour travailler l'intérieur, si on s'appuie sur des industriels, il n'y a pas de raison, je dis souvent que Airbus et TGV aient fait de la R&D pour l'intérieur de leur carlingue et qu'on ne le fasse pas pour l'intérieur des logements. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait, qu'il y a des gens qui parlaient de la renaissance des parties communes, je l'avais noté, de se réapproprier ou découvrir l'architecture, du désir d'habiter. On pourra certainement le faire derrière la façade. Et c'est pour ça que je voulais un peu insister. Mais alors, pourquoi ce petit schéma? Ce que vous voyez ce sont ce qu'on appelle des pods rouges. Un peu, tout le monde connaît les salles de bain qui sont pas toujours heureuses, hein, les salles de bain ou en béton ou en polystyrène.
ou en polycarbonate, mais qui sont déjà une belle recherche industrielle par quelques partenaires qu'on trouve en France. Si on va au Japon, il y a la firme Toto qui commence à même qui progresse sur les termes de composants, unit furnishing. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est Joe Colombo qui dans les années 70, enfin, tous les Italiens prospectifs, expérimentaux ont beaucoup travaillé sur le composant intérieur et c'est donc à travers des visions industrielles, ce qui est en rouge, je joue sur le prix, hein, pourrait coûter 1500 € au mètre carré, ce qui est en bleu coûterait 500 € au mètre carré. C'est-à-dire que la question d'avoir un prix au mètre carré dilué sur tout un bâtiment, entre son enveloppe, ses planchers et ses intérieurs, il faut peut-être avoir un nouveau modèle et penser que ce qui est bleu, c'est très élémentaire, puisqu'on arrive déjà dans un bâtiment qui existe, qui a payé son tribut carbone, qui a ses défauts, ses cicatrices, mais ce n'est pas très très grave. Ça peut être le bleu et c'est le domaine du mutualisé, des parties communes. On n'a pas besoin de mettre de faux planchers ou de faux plafonds. Tandis que sur les pods rouges, je ne dis pas que demain on arrivera immédiatement à 1500 € le mètre carré, mais vous voyez, en mélangeant 1500 et 500, on arrive à 1200. Admettons qu'on arrive un peu au-dessus, mais ce sera forcément salvateur pour nous aider enfin, pour participer au sauvetage de tous ces bâtiments dits ordinaires et qui peuvent devenir peut-être désirables certainement et magnifiques.